j'ai essayé de dire à M. Onva que vous êtes très gentil vis-à-vis de notre ami, puisque vous semblez lui donner beaucoup de points. Mais vous semblez aussi oublier que l'éducation bongoïste fait que quand vous voyez quelqu'un faire comme Fungula, il fait ce qu'ils appellent la surenchère. C'est-à-dire qu'il fait semblant de critiquer pour ensuite trouver le moyen de se faire amadouer par la suite. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, Madame Adibé, je vais vous partager un truc là qui va un peu vous étonner. Parce qu'après qu'il a fait la fameuse déclaration qu'on a vue dans la vidéo, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on a vu par la suite et ça va vous amuser. Alors, ne rigolez pas, hein? Je commence déjà. Attends, il faut enlever cette vidéo, madame. Alors, c'est quoi? Alors, voilà. Aujourd'hui même. Ouais, on peut. Qu'est-ce que ça vous dit? Pour réhabiliter Mélanie. Voilà. Donc, il a fait semblant de faire cette sortie dont vous parlez, n'est-ce pas? Quand il dit, voilà, nous avons un bon élément à la tête de l'exécutif, c'est qui? C'est M. Oligui. Parlement. Nous c'est qui? Il faut qu'on se batte pour avoir les bons. Nous, on là, c'est qui? Vous voyez? La question, elle est là. Ça, c'est un peu ce dont on accusait Mbabossol à l'époque. Et c'était quoi le mot qu'on utilisait pour Mbabossol? Versatile. Versatile. Un versatile. Vous voyez, le matin, on dit une chose, le soir. Donc, vous imaginez un homme comme ça prendre la tête d'une révolution au Parlement? Oui, ce que vous dites, c'est en fait ce que des hommes de valeur font dans d'autres pays. Hein, les Français l'ont fait lors de la Révolution française. La Révolution française n'est rien d'autre que le tiers-État, dont les représentants du tiers-État décidant que c'était eux qui avaient les pleins pouvoirs dans un pays où ils représentaient le peuple et qu'ils ne pouvaient plus subir la domination du roi et du clergé. Et ils ont décidé de créer l'Assemblée nationale pour se donner à eux-mêmes, s'arroger les droits de contrôler l'action de l'État. Donc, sous la monarchie, ils se sont arrogés ce droit. Et ça a cristallisé les principes qui sont venus par la suite inséminer l'esprit même républicain que ces gens finalement ont créé avec la Révolution française. Mais regardez ça, vous allez avoir quel leadership au Parlement dénommé quand vous avez des réactions un matin, on fait semblant. Mais en fait, ça me rappelle la surenchère des bongoïstes, c'est-à-dire qu'en réalité, au PDG, c'est ce que tous ont fait. Un beau matin, on démissionne avec fracas ou on fait je ne sais pas quoi et après, pour se faire remarquer, parce qu'on se dit, ah, à la prochaine tentative, on va me nommer ministre. Votre ami Davin Akourou, il n'a pas fait ça au Parlement la dernière fois. Hein, il a fait semblant de se faire montrer, mais dès qu'on les nomme, ils vont tous accepter. Ouais, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, lui, c'est l'enfant des vieux, il a bien appris auprès des autres. Hein, et voilà, il fait la même chose. Vous allez imaginer quoi avec quelqu'un comme ça? Les principes, il les a perdus. Il a défendu cet exécutif dont il parle. L'exécutif dont il parle, c'est qui? C'est Oligui. C'est l'homme seul, l'homme qui arbitre tout seul. Et là, il parle il faut avoir les bons éléments au Parlement. Je suppose qu'il se classe déjà parmi les bons éléments. Demain, vous allez entendre que lui aussi, il a adhéré à l'autre parti, parce qu'en dehors de ce parti, vous l'avez dit, il n'existera pas. Il sera bien obligé. Et vous voyez déjà l'entame de cette démarche-là. Il nous faut de bons éléments au Parlement. Mais avec qui? Avec Oligui ou tout seul? Dans quel cadre? Oui. Alors donc, Madame Adibé, désolé de vous avoir interrompu, mais je voulais quand même que M. Onva sache que notre ami avait déjà changé de couleur depuis ce matin, quand même, depuis hier. Allez-y. Oui, en tout cas, effectivement, c'est assez amusant. Moi, j'ai envie de dire tout simplement, messieurs, une idée qui me vient en tête. Quand on a couché avec une dictature, il est difficile de se lever le lendemain matin avec il ne faut pas s'étonner de se réveiller plutôt le lendemain matin sans honneur. Voilà. Voilà ce que c'est coucher avec la dictature. Et ces hommes-là, et M. Fungula en fait partie, passent jour et nuit à coucher avec cette dictature-là. Et donc, ils se réveillent le matin esselés, tout un coup de nuit oubliée.
là où ils étaient tout jouissifs en train de conspirer contre le peuple, et le plaisir étant reparti, les esprits peut-être étant revenus, se réveillent un beau matin, se rappelant finalement que tout est éphémère ici-bas. Et malheureusement, et je lisais là en tout petit, hein, je pense que mes yeux ne me font pas de défaut, mais je lis coordonnateur de la majorité bloquante. Je ne sais pas si vous l'avez vu juste en bas de la photo. Ça me fait rire parce que c'est quoi la majorité bloquante? C'est une manière de dire qu'on est dans la majorité, mais que finalement, on se dit être un pseudo-contrepoids en réalité d'un système qui a déjà démontré qu'il n'avait pas besoin d'eux pour avancer, mais juste d'eux comme une espèce de caution face au peuple gabonais. Et aujourd'hui, M. Foumbula s'est réveillé hier comme un opposant marginalisé. Il se réveille le lendemain matin essayant de redraguer cette dictature. Il se positionne comme un homme indigné par les dérives du pouvoir, mais qu'il a lui-même contribué à installer, à légitimer, à renforcer. Moi, je me souviens encore de ces prises de position quand on s'est offusqué et quand on a fait des lives pour effectivement expliquer la manière dont Oligui Nguema s'était créé un boulevard et qu'il avait donc manipulé la charte de la transition de manière à être éligible et à rendre inéligible tout un gouvernement, des hommes et des femmes, des citoyens, en capacité de voter, donc de voter, et ça veut dire d'être aussi candidat. On avait un Foumbula qui, bec et ongle, est venu sur des médias, et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de débattre avec lui sur ce sujet-là, mais débattre férocement pour argumenter la forfaitude de cette transition. Foumbula, aujourd'hui, fait partie des architectes de la charte de la transition. Il a été un très grand promoteur du dialogue, il a été un relais docile, ça on peut le dire, hein, docile des décisions qui ont été imposées au peuple gabonais. Et je n'ai pas souvenir que dans son perchoir de député nommé, qu'il ait été à un moment donné une contrepartie démocratique. Aujourd'hui, il se dit être le coordinateur de la majorité bloquante. Je serais curieuse d'en entendre la définition et de ce qu'il entend par là, parce qu'il n'est qu'un pion de la majorité et il n'en est certainement pas un élément bloquant. Comment voulez-vous aujourd'hui vous lever à bloquer tout ce que le système a déjà verrouillé? C'était au 30 août qu'il fallait avoir cette posture-là d'homme politique avec cette volonté, oui, d'être un réel contre-pouvoir. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que c'est parce qu'il est déçu. Vous voyez, le commun dénominateur de beaucoup de personnes de l'opposition, c'est cette déception-là de ne pas avoir obtenu quelque chose à titre personnel. C'est vraiment leur commun à tous. Hein. Et quand vous prenez les 15-20 dernières années d'hommes et de femmes qui, soi-disant, ont intégré les rangs de la politique et que vous analysez à tête froide de savoir est-ce que c'est une idéologie profonde qu'ils défendaient et c'est oui, quelle est leur intériorité par rapport à ça, mais vous vous rendez compte qu'il y a toujours une petite histoire qui dit qu'il était à un endroit nommé à un tel, il a été retiré. Il y a une histoire de poste, d'argent, de domination et de mécontentement personnel. Vous n'entendrez jamais un opposant de ces dernières années qui se soit levé par pure idéologie de rupture avec le système. Et d'ailleurs, on reste aujourd'hui, et nous sommes aujourd'hui le seul mouvement politique à avoir servi le mot rupture comme plat de résistance à l'ensemble des Gabonais. Et depuis des années. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a entendu d'autres hommes politiques. Le 30 août aurait dû être la réelle rupture avec le système Bongo. Le peuple aujourd'hui peut-être se réveille
tardivement, beaucoup se réveillent peut-être tardivement d'avoir, semble-t-il, peut-être été dupés quand nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire stop, il y a un loup, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'a pas fallu attendre le dialogue national. On est trop loin dans l'histoire. Il suffisait juste de se rendre compte que à 40-72 heures de la transition, quand ils ont promulgué la charte elle-même à l'intérieur ne remplissait pas toutes les conditions juridiques. En octobre, on commence à modifier. Au mois de décembre, même pas à 4 mois, on vient mentir aux Gabonais qu'on a soldé la dette. Vous voyez, c'est des éléments qui se sont enchaînés et n'ont même pas laissé un an de répit à nos cerveaux. Non, ils ont enchaîné les forfaitudes dès le départ. Et malheureusement, Foumbula, aujourd'hui, est en train de dénoncer un décret qui aurait été pris sans consultation de l'opposition. Mais il oublie que c'est le modèle type, c'est la modélisation type de ce régime-là. Quand on parle du système Bongo, on parle d'un système qui est organisé d'une certaine façon. Et nous, on l'a toujours dit, ils ont organisé la politique gabonaise autour du mouvement Bongo doit partir, autour du professeur Daniel Mengara. Ils l'ont organisé autour de nous-mêmes, puisque quand vous reprenez les 30 dernières années, toutes les modifications, qu'elles soient constitutionnelles et même à l'intérieur de cette transition-là, elles n'ont été prises qu'à un seul et même effet, programmer l'élimination politique du professeur Daniel Mengara, provoquer l'élimination politique d'Alain Wilfried Bouka, qui a été candidat pour le mouvement du Congrès des citoyens libres le 12 avril, et donc provoquer encore une nouvelle fois l'élimination politique d'hommes et de femmes, de nous-mêmes, qui aurions pu peut-être aspirer à dire que on peut être une voix représentative à un certain niveau, ou alors même permettre à des compatriotes de concourir sous notre étiquette. Et donc, il y a une volonté de prendre de court les Gabonais, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les gens précurseurs de se présenter sous l'étiquette de l'UDB, eux sont déjà dans les coulisses et ont déjà eu ces renseignements à un autre niveau que celui qu'on nous affiche aujourd'hui. Foumbula, a priori, ne faisait pas partie ou ne fait plus partie de ce pool VIP. Mais comme je le disais, c'est un modèle que lui-même il a nourri, un pouvoir unilatéral, un pouvoir qui s'arrange à n'avoir aucun contre-pouvoir, là où il n'y a aucune pluralité, là où il n'y a jamais eu aucune concertation politique. Et M. Foumbula n'est pas en train de subir le système comme il a semblé vouloir nous le faire croire dans cette vidéo-là. Il est un produit, et j'ai même envie de dire qu'il est même un sous-produit, parce que dire qu'il serait un produit, ça serait lui donner encore beaucoup de considération, mais il n'est qu'un sous-produit de ce système-là qui a été utilisé, qu'il a lui aussi utilisé à ses fins personnelles. Et aujourd'hui, il a une colère, j'ai envie de dire, qui est tardive, et cette colère-là n'est pas un réveil républicain. Moi, je me mettrai toujours en contradiction face à ces hommes et à ces femmes qui se lèvent un beau matin avec un sursaut patriotique, alors que à l'heure là où il fallait défendre les Gabonais, ils ont été absents à ce moment-là. Et c'est un sursaut d'orgueil blessé de celui qui constate aujourd'hui peut-être qu'il a été utilisé et jeté comme un malheureux Kleenex. Et le problème, c'est que M. Foumbula a aidé le régime d'Oligui Nguema à mettre les Gabonais et tout le peuple à genoux. Voilà. Donc voilà un peu la réaction que je peux dire sans reprendre tous les éléments que vous avez déjà très bien abordés sur les prémices d'une maladie mentale de la part de ce monsieur. J'ai beaucoup apprécié la reprise de Monsieur Omba quand vous parlez de dîner de cons, parce que effectivement c'est aussi un film qui est assez amusant où
dans ce dîner des cons-là, autour du repas, ce qu'on est en train de manger, c'est le peuple gabonais. Voilà. Et ils sont tous autour en train de vouloir découper notre pays en 1000 morceaux. Donc oui, je vous remets la parole, peut-être pour qu'on avance sur, sur la suite. Vous avez déjà assez cisaillé le sujet. Vous pouvez peut-être enchaîner, Madame Adibé, avec la question qui vous préoccupe d'abord, avant qu'on attaque, parce que ce soir, hein, pour les gens qui attendent, on va aborder en deuxième partie la question d'Oliguier à Washington. Là, on plante un peu le décor institutionnel et on fait un peu un petit bilan, hein, de la question même de l'état de droit au Gabon, parce que cet Oliguier qui va à Washington, c'est celui qui va maintenant parler au nom du Gabon, n'est-ce pas, comme conséquence de tout ce qui a été fomenté auparavant. Et donc, les questions que nous évoquons de comment ils ont fait avec les Bongos, la question de Kelly Ondo, la question même d'avoir saboté l'idée de cette fameuse commission réconciliation, ça mérite probablement qu'on approche cette idée de manière à mieux illuminer par la suite ce qu'on va commenter en deuxième partie. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire là-dessus. Madame Adibé. Vous êtes en mute, attendez. Oui, voilà, oui, merci. Oui, effectivement, il y a un autre sujet d'actualité, hein, qui était celui, il y a quelques semaines de ça, du départ de la famille Bongo, exfiltrée par l'Angola, à la grande stupeur des Gabonais qui n'ont pas compris comment il est possible qu'ils aient pu prendre l'avion et quitter le territoire gabonais. Et à notre plus grande dame, on constate dans l'actualité en cours que Sylvia Bongo, Nourdine Bongo, Ali Bongo sont probablement, en tout cas, en France et en cours de saisir, en tout cas, les autorités, hein, par rapport aux sévices qu'ils disent avoir subis. Mais entre autres, ce qui est intéressant, c'est plutôt voilà, de se rendre compte des vidéos qui ont transité sur les réseaux sociaux, filmées en tout cas par qui, dit-on, Nourdine Bongo, qui était équipé d'un système, ça aussi c'est plein d'autres choses à élucider, mais d'un système de vidéos, en tout cas qui a permis de retranscrire certaines vidéos. Là, on voit des membres du gouvernement procéder à des auditions, une juge effectivement dire entre deux mots que, en tout cas, elle aurait été aux ordres depuis auquel pour pouvoir mener les opérations qui ont été menées. Et en réalité, tout ce cafouillage juridique est plutôt intéressant parce qu'il montre quelque chose en lumière, c'est qu'il n'y a jamais eu de volonté de cette transition d'Oligui Nguema de faire la lumière sur les 56 ans de la politique de notre pays qui n'a pas permis d'être aux attendus du développement. Et le dialogue national qui s'est tenu, en tout cas l'année dernière, avait laissé entendre que les Gabonais avaient plébiscité cette commission justice et vérité. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu des règlements de compte en interne, a priori, un grand déballage autour d'obligations de signature, de transactions de fonds, de biens, et encore une fois, les justices des différents pays, la France et le Gabon feront la lumière. Mais ce qui est dédommageable, c'est de se rendre compte que finalement, cette histoire va être externalisée sur un plan, j'ai envie de dire, pénal et judiciaire, alors qu'il appartenait au Gabon et à ses institutions de pouvoir organiser une réponse juridique adaptée aux circonstances autour de la gouvernance des Bongos, autour aussi en même temps de ce coup d'État qui n'est pas aujourd'hui clair et surtout autour de l'ensemble des fonds qui ont été captés pendant toutes ces années et organisés autour de réseaux de corruption. Et c'était un peu voilà le lien que je voulais faire avec cette actualité, de tout simplement dire qu'on cache volontairement au peuple gabonais la réalité et la vérité.
de ce qui se passe. On leur cache aussi le montant des fonds finalement qui ont été retrouvés et ou qui sont encore en possession. Mais le plus grand drame, c'est qu'on est en train de focaliser les dernières années de la politique gabonaise sur 2-3 personnes. Et la question fondamentale, elle est de savoir est-ce que c'est une femme et son fils, à l'image de Marie-Antoinette, qui est véritablement tenait entre ses mains tout ce pays-là, et qui sont les autres acteurs autour de ce pouvoir exécutif qui ont participé non seulement à légitimer le pouvoir de Sylvia Bongo, mais aussi à continuer à organiser autour d'elle, en tout cas autour de ce clan-là, la continuité des réseaux de prédation. Et le système Oligui, c'est triste aujourd'hui, en tout cas les nouveaux défenseurs de ce régime-là ont tendance dans leur posture à finalement éclipser l'ampleur de la problématique, à éclipser certains noms, certains visages pour les recentrer seulement sur 2 personnes, alors qu'on parle quand même d'hommes qui ont occupé des postes de ministres, qui ont occupé des postes de directeurs auprès de très grandes entreprises, et on parle de réseaux de captation économique qui ont participé, en tout cas, à détruire notre pays, à détruire la vie de nombreux compatriotes. Et quand je parle de destruction, on parle même de vies qui ont été perdues, de familles qui restent aujourd'hui meurtries à jamais, de ne pas avoir de réponse sur ce qui a pu arriver à leurs parents. On parle des crimes post-électoraux, on parle aussi des crimes rituels, on parle en tout cas de tous les pans et les sujets que nous, on a eu l'occasion de décortiquer, de développer, d'analyser, et pour lesquels on a apporté une réponse lors des assises que nous avions tenues l'année dernière à Paris, de manière collégiale avec d'autres compatriotes qui nous ont rejoints dans ces travaux. Et donc, ça laisse entendre que le régime d'Oligui Nguema n'a jamais eu l'intention à aucun moment de vouloir rendre la justice aux Gabonais. Et je le dis que potentiellement, c'est une affaire qui va se régler en extrajudiciaire ou pas, mais toujours contre l'intérêt des Gabonais. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres points par rapport avant qu'on passe au sujet suivant. Oui, écoutez, je vais plus laisser la parole peut-être à M. Onva et à M. Bouka parce que j'ai ce mal de gorge et c'est tout qui m'embête. Mais je pense que ce que vous soulevez comme problème est que finalement, quand on regarde la manière dont la transition s'est construite, elle s'est construite d'abord sur le faux, d'avoir fait croire aux Gabonais que le coup d'État était vraiment pour leur liberté ou leur dignité, hein, ce fameux essor vers la félicité des Gabonais dont on vous a parlé, qui devenait symbole de retour à la dignité de notre peuple. Mais en réalité, on s'est rendu compte que pour que cette dignité arrive vraiment, il fallait d'abord établir les bilans. Les bilans des 56 années de bongoïsme au Gabon. Et ce bilan ne pouvait être fait qu'au travers d'une commission vérité-réconciliation, voire même réparation, puisqu'il y a des Gabonais qui parlent du potentiel de faire aussi réparation envers ceux qui ont subi. Réparation peut-être envers le peuple gabonais de manière globale, mais il y a des gens qui ont subi le régime des Bongo. L'exemple le plus récent, c'était Kelly Ondo, justement. Et donc, vous voyez que quand vous analysez, la commission avait pour vocation d'amener à un bilan du régime des Bongo, à l'établissement de responsabilité. Parce que voyez-vous, quand vous dites on fait un coup d'État, c'est que vous reprochez quelque chose à quelqu'un. Vous ne faites pas un coup d'État juste comme ça. Il y a le filigrane de la question de qui a fait quoi, qui était important.
et qui commandait donc que dès lors qu'on a fait coup d'État, on doit faire un bilan de la gouvernance des Bongo et établir les responsabilités. Maintenant, établir les responsabilités ne veut pas dire la chasse aux sorcières. C'est une question bête et simple. L'Afrique du Sud nous a donné un bon modèle qui dit que on établit les responsabilités de tout le monde. Qui a fait quoi, qui a tué, qui a assassiné, qui a fait les crimes rituels, tout le monde. Qui a commis un crime, on sait. Non seulement parce que ça permet d'écrire l'histoire du pays, nous les universitaires, on en a besoin de ces informations. Mais il y a aussi la CES et l'établissement de cette communauté de souffrance, notre nation, qui doit pouvoir aller vers, on va dire, une sorte de récupération mentale par laquelle nous nous guérissons de ces maux-là, parce que nous connaissons la vérité. Et ça voulait dire qu'on pouvait faire comme en Afrique du Sud, ceux qui avouent leurs crimes, on peut leur pardonner avec des obligations de restitution par-ci, par-là. Si on sait que tel immeuble a été l'objet, comme en Boranzo, à qui Omar Bongo avait donné carrément tout un immeuble, on prend tout ça, on dit ça, on ne sait pas où Omar Bongo a tiré la fortune qui lui permettait de distribuer des immeubles à ses maîtresses, on prend. Et on revend. Ou alors on utilise pour l'État qui va louer, enfin qui va établir ses bureaux dedans. Mais il aurait fallu au minimum l'établissement de quelques responsabilités. Et Mme Adibé l'a souligné. On nous fait croire que tout ce qu'il y a eu dans notre pays, c'est Sylvia Bongo et Noureddine. Alors que dans l'histoire proche, Oligui Nguema a fait partie du régime de Sylvia Bongo. Oligui Nguema a été nommé par Sylvia Bongo. Puisqu'elle était la régente de la République. Depuis l'AVC d'Ali Bongo. C'est elle qui gérait le Gabon. Mais Oligui fait partie de ce système-là, du système Sylvia Bongo, je le dis bien. Ce n'est pas sorcier. Comme Bilé Binzé, c'était le premier ministre de Sylvia Bongo, nommé par elle. Ce n'était pas Ali Bongo. Hein, il faut être concret là, nous ne sommes pas dans la médisance, ce sont des faits qui sont là, historiques, vous-même vous les voyez devant vous. Quand on nomme Oligui Nguema au poste qui lui a permis de faire le coup d'État là, qui l'a nommé là? C'est Sylvia Bongo. Et on a vu des gens comme la truche Alianga, complice de cette même Sylvia Bongo. Et on nous dit aujourd'hui qu'on sort Alianga de prison, on le disculpe, il fait maintenant partie des bâtisseurs, une sorte de revalorisation de son rôle, alors qu'il faisait déjà presque office de président de la République en l'absence d'Ali Bongo, puisqu'on le voyait faire des tournées, on lui donnait des bâtons, tous les gouverneurs s'agenouillaient devant lui, c'était devenu un petit roi. C'est peut-être là qu'est venue sa scission avec Sylvia Bongo, qui a dit, mais toi tu te prends pour qui? Hein? Tu es un simple chef de cabinet, tu te pavanes partout dans le Gabon comme si tu étais le président de ce pays-là. Tu te crois où? Et combien de budgets ont accompagné Alianga pendant cette tournée-là? Dites-moi. Combien d'argent a été dépensé? Alianga était devenu une tendance à lui tout seul dans l'édifice républicain au Gabon. Son mouvement s'appelait même quoi là? Il avait un mouvement là. La GEV. La GEV. Qui était devenu dominant dans le système. Hein? C'est-à-dire qu'il y avait le PDG, mais la GEV était devenue dominant. Pour avoir quelque chose de l'État, on passait par Alianga. C'était lui. Sylvia, elle, comme elle n'avait pas de poste officiel, elle commanditait depuis la chambre d'Ali Bongo. Mais les deux étaient dans la bagarre là. Vous pensez que cette tournée d'Alianga, là, qu'est-ce qu'il y avait de républicain dans l'idée que les Gabonais en profitaient? En dehors, encore une fois, du simulacre, du spectacle. Qu'est-ce qu'on a vu de bon qui venait d'Alianga? En dehors d'étaler au grand public, au grand jour, la corruption de tout un État. Et on le libère et on laisse Kelly Ondo en prison. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous comprenez donc que si on avait à établir des bilans, pourquoi peut-on isoler Mboranto de ces bilans? Quand Sylvia Bongo prenait des décisions politiques pour notre pays, nommer les gens, qui contresignait tout ça? C'est Mboranto. Mboranto avait un stylo qui avait le pouvoir de nullifier tout. De même amener le Gabon à constater qu'il y a une vacance de pouvoir. Mboranto pouvait le faire, mais elle a préféré protéger le clan.